La brise marine transportait un parfum de sel et d'iode sur la véranda de la maison de plage, où Marcelo Santana ajustait les dernières chaises en bois avant l'arrivée des invités. C'était en décembre 1998, et l'été promettait d'être fructueux pour sa petite auberge familiale d'Ubatuba, sur la côte nord de Sao Paulo. À 42 ans, Marcelo avait investi toutes ses économies dans cette retraite en bord de mer, rêvant d'offrir à sa femme Helena et à ses 2 enfants adolescents une vie plus paisible, loin du chaos urbain de Sao Paulo. Helena sortit de la cuisine avec un plateau de jus frais, ses cheveux bruns dansant au vent. À 38 ans, elle rayonnait d'une sérénité qui contrastait avec l'agitation constante de la grande ville. Le couple s'était rencontré 15 ans plus tôt, alors qu'ils travaillaient tous deux dans un cabinet comptable à Sao Paulo. Leur amour s'était épanoui au milieu des feuilles de calcul et des rapports, et ensemble, ils avaient bâti non seulement une famille, mais aussi le rêve d'une vie plus simple. La décision de quitter Sao Paulo n'avait pas été facile. Marcelo travaillait comme directeur financier dans une multinationale, tandis qu'Helena coordonnait le département des ressources humaines d'une entreprise technologique. Tous deux avaient une carrière solide, des salaires confortables et un appartement de 3 chambres à Morumbi, mais la routine épuisante, les embouteillages infernaux et le sentiment constant de passer à côté des meilleurs moments de la vie de leurs enfants les ont amenés à remettre en question leurs priorités. L'idée de la maison d'hôte est née lors d'un voyage de vacances à Ubatuba en 1995. Séjournant dans une petite maison d'hôte familiale, ils ont été enchantés par la simplicité et l'authenticité du service. Imaginez si on pouvait vivre comme ça, commenta Helena en regardant la mer par la fenêtre de sa chambre. Se réveiller au son des vagues, travailler dans ce qu'on aime, voir nos enfants grandir libres. Marcelo a pris l'idée au sérieux. Pendant 2 ans, ils se sont rendus chaque mois à Ubatuba pour étudier le marché, découvrir la région et chercher la propriété idéale. Grâce à un courtier local, ils ont trouvé la propriété de Praia do Félix, une maison de 2 étages et 6 chambres, construite dans les années 1980 par un homme d'affaires de Sao Paulo qui avait fait faillite et avait besoin de la vendre de toute urgence. Les Mendes arrivent à 15 heures, annonça Helena en consultant le carnet de réservation. Et le couple de retraités de Rio arrive tôt demain matin. Marcelo souriait en observant l'activité grandissante sur la plage. Décembre apportait toujours une énergie particulière à Ubatuba. Les familles arrivaient pleines d'impatience, les enfants couraient sur le sable tandis que leurs parents se détendaient enfin sous le soleil tropical. La Praia do Félix, où se trouvait l'auberge, n'était pas la plus célèbre de la région, mais elle offrait exactement ce que les visiteurs recherchaient, la tranquillité, la beauté naturelle et l'accueil authentique d'une famille locale. Transformer la maison en maison d'hôte a nécessité un investissement important. Ils ont entièrement rénové les salles de bain, installé la climatisation dans toutes les chambres, créé un coin petit déjeuner avec vue sur l'océan et aménagé le jardin avec des plantes indigènes. Helena s'est spécialisée dans la décoration rustique, utilisant des meubles en bois récupérés et des tissus au ton naturel qui s'harmonisaient parfaitement avec l'atmosphère balnéaire. Avant de continuer avec cette histoire intrigante, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. La routine du couple s'était naturellement installée au fil des 3 années écoulées depuis l'ouverture de l'auberge. Marcelo entretenait le jardin et accueillait les clients, tandis qu'Helena gérait les réservations, préparait le petit déjeuner et entretenait les chambres impeccables. Ses enfants, Ricardo, 17 ans, et Camila, 15 ans, les aidaient pendant les vacances scolaires et profitaient de l'occasion pour surfer sur les vagues parfaites de la région. Ricardo s'était rapidement adapté à la vie côtière. En ville, c'était un adolescent timide et introspectif, plus intéressé par les jeux vidéo que par l'activité physique. À Ubatuba, il découvrit le surf et devint l'un des jeunes les plus respectés de la communauté locale. Son habileté sur les vagues et sa connaissance des courants marins faisaient de lui un guide naturel pour les autres surfeurs de passage. Camila, à son tour, se passionna pour la culture kessara. Elle passa des heures à discuter avec les pêcheurs les plus âgés, découvrant les traditions locales, les légendes marines et les secrets de la pêche artisanale. Sa curiosité et son respect des coutumes locales conquirent même les habitants les plus conservateurs, qui voyaient initialement la famille comme une nouvelle invasion de Sao Paulo uniquement intéressée par le profit. « Papa,
Est-ce que je peux emmener les enfants de l'école camper à la plage ce week-end? Demanda Ricardo en apparaissant sur le porche, sa planche de surf sous le bras. À condition que ce soit loin des invités et que tu nettoies après, répondit Marcelo, constatant que son fils avait grandi ces derniers mois. Il avait hérité de la taille de son père et de la détermination de sa mère, une combinaison qui le rendait populaire auprès de ses pairs et respecté par les habitants. L'école locale a représenté un autre défi pour l'adaptation de la famille. Ricardo et Camila ont dû s'adapter à une réalité très différente de celle des écoles privées de Sao Paulo, les classes étaient plus petites et les ressources plus limitées, mais la qualité des enseignants et la proximité avec leurs camarades compensaient les déficiences structurelles. Camila est arrivée en courant de la plage, les cheveux encore mouillés de sa dernière séance de surf. « Maman, Donna Sao a dit qu'elle allait apprendre à faire sa mopka spéciale. Puis-je apprendre ?» Elena hocha la tête affectueusement. Donna Sao était l'une des plus anciennes habitantes de la région, une femme de 70 ans qui connaissait tous les secrets de la cuisine Kessara. Son amitié avait été cruciale pour aider la famille à s'intégrer à la communauté locale, surmontant la méfiance initiale des autochtones envers les polistanos venus ouvrir des commerces. La relation avec Donna Sao avait commencé de manière tendue. Elle se méfiait des intentions de la famille, craignant qu'ils ne soient plus des spéculateurs que des résidents. C'est Elena qui a brisé la glace en demandant de l'aide pour trouver des fournisseurs locaux de fruits et légumes. La simplicité et la sincérité de sa demande ont touché Donna Sao, qui est progressivement devenue une mentor et une amie pour la famille. En fin d'après-midi, les premiers invités de la saison sont arrivés. La famille Mendes, originaire de Campina, est arrivée dans une Volkswagen Santana bleue, chargée de valises, de jouets de plage et de l'impatience typique de ceux qui ont enfin échappé à la routine urbaine. Marcelo les a accueillis avec un sourire chaleureux, devenu sa marque de fabrique, tandis qu'Elena préparait des jus de fruits tropicaux pour rafraîchir le voyage. « Quel endroit merveilleux !» s'exclama Madame Mendes en admirant la vue depuis sa chambre, qui donnait sur la mer, cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu un coucher de soleil pareil. Monsieur Mendes, un ingénieur à la retraite de 60 ans, a été impressionné par les détails de l'auberge. « Vous avez pensé à tout ?» commenta-t-il, en remarquant les serviettes pliées en forme de cygne, les fleurs fraîches sur la table de nuit et le panier de fruits tropicaux qu'Elena avait laissé dans chaque chambre en guise de courtoisie. Les premières semaines de décembre se sont déroulées en parfaite harmonie. ChatGPT a dit. L'auberge fonctionnait comme une horloge suisse, Elena coordonnant les services domestiques et Marcelo s'assurant que chaque détail contribuait à l'expérience des clients. Les matinées commençaient par l'odeur du café fraîchement moulu et du pain frais qu'Elena avait acheté à la boulangerie du centre-ville. Les invités se réveillaient au son des vagues et au chant des cobs à croissants qui peuplaient les arbres du jardin. La routine matinale d'Elena commençait à 5h30. Elle préparait le petit déjeuner avec des produits locaux, du pain de la boulangerie de Joachim, des fruits de la ferme de Maria et du fromage d'une ferme rurale. Le menu variait chaque jour, proposant des spécialités régionales comme des gâteaux de manioc, des bonbons à la noix de coco fraîche et des jus de fruits exotiques que beaucoup d'invités dégustaient pour la première fois. Ricardo était devenu une sorte de guide informel pour les jeunes visiteurs, leur montrant les meilleurs spots de surf et organisant des randonnées sur les sentiers de la région. Camila, quant à elle, enchantait les plus jeunes avec des histoires de pêcheurs locaux et des légendes de la côte de Sao Paulo. La famille avait trouvé non seulement une source de revenus, mais aussi une véritable vocation pour l'hospitalité. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi gratifiant de voir les gens heureux, a commenté Elena un soir, tandis qu'elle et Marcelo organisaient les comptes de la journée dans la petite pièce qui leur servait de bureau. Tu te souviens quand on se plaignait de l'affluence et des embouteillages à Sao Paulo? Marcelo hocha la tête en feuilletant le journal de bord où il notait méticuleusement chaque réservation, chaque paiement et chaque détail qui pouvait améliorer le service. Parfois, je me dis que nous aurions dû prendre cette décision plus tôt. Les garçons grandissent ici d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu avoir en ville, dit-elle en regardant la petite pièce à l'arrière de la maison, où étaient rangés tous les documents de l'auberge dans des dossiers colorés. Elena avait développé son propre système de gestion, avec des fiches clients détaillées, incluant leurs préférences, leur date de naissance et leurs commentaires sur le service. Cette attention personnalisée a permis un taux de retour impressionnant,
plus de 60% des clients sont revenus l'année suivante. La conversation fut interrompue par le téléphone. Il était presque minuit, une heure inhabituelle pour les appels professionnels. Elena répondit avec une certaine appréhension, mais son visage s'illumina bientôt. « C'est Marcia, de Sao Paulo. Voulez-vous faire une réservation pour le Nouvel An ?» Marcia était une ancienne collègue d'Elena, l'une des rares personnes à avoir gardé contact avec elle après son arrivée sur la côte. Son appel lui a apporté de bonnes nouvelles. Un groupe de 8 personnes souhaite passer le réveillon du Nouvel An ici, prête à payer un supplément pour vivre l'expérience de célébrer 1999 dans un cadre plus intime. Marché conclu, a déclaré Elena après avoir négocié les détails. Ce sera notre meilleure saison. Les jours suivants furent consacrés à d'intenses préparatifs. Elena prépara un menu spécial pour le réveillon du Nouvel An, tandis que Marcelo organisait une petite fête sur la plage avec un feu de joie et un concert joué par un guitariste local. Ricardo et Camila participèrent à la décoration, installant des guirlandes lumineuses colorées dans les cocotiers et préparant une piste de danse sur le sable. Elena a étudié les recettes régionales traditionnelles et adapté les plats de Quesara au goût des citadins. Le menu comprenait de la mokka de bar, des carapaces de crabe, du bobo de crevettes et un dessert spécial, un bonbon à la noix de coco avec de la glace à la noix de cajou. Marcelo a engagé Benedito, un guitariste local connu pour sa voix mélodieuse et son répertoire mêlant musique populaire brésilienne et musique régionale. La dernière semaine de décembre a été marquée par une activité sans précédent dans la petite auberge. Aux habitués s'ajoutaient des amis de Sao Paulo, un groupe dynamique de professionnels cherchant une alternative aux traditionnelles célébrations du Nouvel An à l'hôtel. La maison était comble, les 6 suites étant occupées, et l'ambiance festive s'est propagée jusqu'aux voisins. Marcia est arrivée le 30 au matin, accompagnée de son mari, Roberto, avocat renommé, et de 6 amis du couple. Le groupe apportait une énergie contagieuse, mais aussi une sophistication urbaine contrastant avec l'ambiance rustique de l'auberge. Elena a fait tout son possible pour répondre à leurs attentes, en préparant des compositions florales spéciales et en organisant des visites exclusives de la région. « Vous avez réussi à créer quelque chose de spécial ici », a commenté Marcia, observant l'harmonie avec laquelle la famille a dirigé tous les services. « C'est comme si vous étiez des hôtes naturels. » Roberto, initialement sceptique à l'idée de passer le réveillon du Nouvel An dans une petite auberge, s'est vite laissé séduire par le charme du lieu. « Je pensais que l'effervescence de la ville me manquerait », a-t-il avoué à Marcelo en sirotant une bière sur la terrasse. Mais cet hôtel a quelque chose que les grands hôtels ne peuvent pas offrir. La soirée du Nouvel An a dépassé toutes les attentes. Benedito a enchanté ses invités avec des classiques du MPB et des sambas traditionnels. Les enfants ont joué dans le sable jusque tard dans la nuit, tandis que les adultes dansaient autour du feu de joie et trinquaient avec du vin mousseux frais, tandis que le feu d'artifice illuminait la plage à minuit. Bonne année 1999. Crièrent-ils tous à l'unisson, en se serrant les uns contre les autres dans le sable encore chaud du feu de joie. Les premiers jours de janvier ont filé à toute vitesse. Les invités du Nouvel An sont repartis avec des promesses de retour et des recommandations d'amis, tandis que de nouvelles familles sont arrivées pour profiter des vacances scolaires. Elena a à peine eu le temps de déjeuner entre la préparation des chambres et la gestion des réservations téléphoniques. C'est par une matinée ensoleillée du 15 janvier que tout a commencé à changer. Marcelo était dans le jardin en train d'arroser les plantes lorsqu'il a aperçu un homme qui observait l'auberge depuis le trottoir. Grand, mince, lunettes de soleil et chemise blanche, il est resté là pendant près d'une heure, à prendre des notes dans un petit carnet. L'homme semblait avoir une quarantaine d'années, ses cheveux gris soigneusement coupés et sa posture suggéraient une familiarité avec les situations d'observation. Ses vêtements, bien que simples, étaient de bonne qualité, et il portait une serviette en cuir marron qui semblait contenir des documents importants. Ce qui a le plus retenu l'attention de Marcelo, c'est la manière méthodique avec laquelle il a examiné chaque détail de la propriété, de l'entrée aux fenêtres des chambres. « Puis-je vous aider ?» demanda Marcelo en s'approchant du portail. L'homme sourit étrangement, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, admirant simplement l'endroit. « Très bien. Nous avons des places disponibles pour février, si cela vous intéresse. »
Peut-être. Merci beaucoup, répondit l'étranger en s'éloignant sans s'identifier et en se dirigeant vers le centre-ville d'un pas mesuré et posé. Marcelo le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour d'un virage, ressentant un malaise inexplicable. La posture de l'homme, sa façon d'éviter le contact visuel, déclenchait chez lui une vigilance instinctive que Marcelo n'avait plus ressentie depuis Sao Paulo. Quand Helena a entendu parler de l'épisode, elle a suggéré qu'il pourrait s'agir simplement d'un touriste curieux ou même d'un concurrent étudiant la région. Tu sais comment c'est, ma belle. Chaque été, des gens viennent ici pour ouvrir des auberges. Peut-être qu'il étudie simplement le marché. Mais Marcelo ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus sinistre dans cette observation. L'homme ne ressemblait pas à un homme d'affaires intéressé par le tourisme. Son attitude était plus professionnelle, presque militaire, comme s'il effectuait une sorte de reconnaissance. Les jours suivants, il réapparut 2 fois de plus, toujours à la même heure le matin et toujours avec le même comportement observateur. Lors de sa 2e apparition, il est arrivé en voiture, une Chevrolet Corsa argentée immatriculée à Sao Paulo, et est resté garé devant l'auberge pendant plus de 2 heures. Marcelo a essayé de noter la plaque d'immatriculation, mais l'angle et la distance l'ont empêché de déchiffrer tous les numéros. À la 3e occasion, Ricardo l'a surpris en train de photographier la façade de l'auberge avec un appareil photo professionnel, un Nikon doté d'un téléobjectif suggérant un usage spécialisé. Le jeune homme revenait d'une session de surf matinale lorsqu'il a remarqué les flashs discrets émis depuis l'intérieur de la voiture. « Papa, ce type prend des photos de notre maison », prévint le garçon, encore ruisselant d'eau de mer. Marcelo sortit pour reparler à l'inconnu, mais cette fois, il avait disparu. Le cerf argenté n'était plus dans la rue, et il n'y avait plus aucune trace de lui, hormis les traces de pneus sur l'asphalte encore humide de la bruine matinale. Le malaise grandit exponentiellement lorsque Donna Quezesao se présenta à l'auberge le lendemain après-midi, visiblement inquiète. Elle avait marché près de 2 kilomètres sous un soleil de plomb, ce qu'elle ne faisait qu'en cas de circonstances extrêmes. « J'ai besoin de te parler », dit-elle en refusant le verre d'eau glacée qu'Helena lui offrait. « C'est à propos de cet homme qui traîne ici. » Quel genre de questions a-t-il posé? Il voulait en savoir plus sur vous? Sur le fonctionnement de l'auberge? Sur vos heures d'arrivée et de départ? Répondit la femme en essuyant la sueur de son front avec un mouchoir brodé. Il vous a demandé si vous aviez beaucoup d'argent de côté, si vous receviez des paiements en espèces, combien de personnes travaillaient ici. Il s'est rendu à la boulangerie de Monsieur Joachim, à l'épicerie de Donna Rosa et même à l'école où Ricardo et Camila étudiaient. Partout où il allait, il se présentait comme un investisseur potentiel intéressé par la région, mais ses questions étaient trop précises, trop envahissantes pour quelqu'un qui étudiait simplement le marché touristique. À l'école, il s'enquérait des heures d'arrivée et de départ des enfants. Il a dit qu'il avait des enfants et qu'il voulait en savoir plus sur la qualité de l'éducation. Marcelo se glaça. Les questions sur ses enfants dépassaient la simple curiosité professionnelle. Le directeur fit remarquer qu'il avait un accent de Sao Paulo, un vrai accent de Sao Paulo, et qu'il portait une montre de luxe, du genre que portent souvent les riches hommes d'affaires. Helena et Marcelo échangèrent des regards inquiets. La description confirma ses soupçons, l'homme n'était ni un touriste ordinaire, ni un petit commerçant local. Son approche avait quelque chose de professionnel, presque corporatif. Ce soir-là, après le départ des invités, le couple eut une conversation sérieuse sur la situation. Marcelo suggéra de contacter la police locale, mais Helena rétorqua qu'il n'avait aucune preuve concrète d'un quelconque crime. L'homme n'a pas proféré de menaces directes et n'a pas tenté de pénétrer dans la propriété. Et si c'était un kidnappeur? Demanda Helena, exprimant la peur qu'elle ressentait toutes les deux sans vouloir l'admettre. Et s'il préparait quelque chose contre les enfants? L'hypothèse d'un enlèvement n'était pas une paranoïa infondée. Ces dernières années, la côte de Sao Paulo avait été le théâtre de cas de famille de la classe moyenne victime de criminels spécialisés dans le tourisme. La prospérité apparente de l'auberge, combinée à son isolement, pouvait en faire des cibles de choix. Marcelo décida de prendre quelques précautions discrètes, il installa une serrure supplémentaire sur la porte d'entrée,
demanda à Ricardo et Camila de ne jamais sortir seuls et demanda à Donna Cesao d'être vigilante face à toute activité suspecte dans le quartier. Il commença également à noter les heures et les caractéristiques de chaque voiture passant devant l'auberge, créant ainsi un registre informel qui pourrait s'avérer utile en cas d'urgence. La paranoïa s'est accrue lorsque le jardinier de l'auberge voisine, Monsieur Antonio, a commenté qu'il avait vu le même homme observer d'autres propriétés dans la région. « Il n'y a pas que vous », dit-il à Marcelo lors d'une conversation informelle. Il a visité la maison du docteur Ferreira et cette nouvelle auberge au bout de la plage. Cette information apporta un soulagement temporaire. Si l'homme étudiait plusieurs propriétés, il s'agissait peut-être d'un investisseur ou d'un concurrent effectuant une étude de marché. Mais cette tranquillité d'esprit fut de courte durée lorsqu'Antonio ajouta un détail troublant. « Mais avec toi, c'était différent. Dans d'autres maisons, il regardait de loin, prenait quelques photos et partait. Ici, il est revenu plusieurs fois, et resté longtemps, a posé beaucoup de questions, comme s'il t'avait choisi. » Le mot « choisi » résonnait dans l'esprit de Marcelo comme un présage inquiétant. Choisi pourquoi? Pourquoi, dans leur auberge, avait-il suscité un intérêt si particulier? Elena commença à avoir du mal à dormir. Elle se réveillait au milieu de la nuit au moindre bruit, vérifiant les serrures et scrutant les fenêtres pour voir si quelque chose bougeait. Pendant la journée, il gardait une apparence de normalité pour ne pas alarmer les invités, mais Marcelo remarquait la tension croissante dans ses gestes et ses expressions. « Peut-être devrions-nous engager un agent de sécurité », a-t-elle suggéré un matin, alors qu'elle préparait du café avec des mains légèrement tremblantes. « Et comment expliquer cela aux clients » rétorqua Marcelo. « Ils viennent ici en quête de calme et de sécurité. S'ils voient un agent de sécurité armé, ils penseront que le quartier est dangereux. » Le dilemme était réel. L'auberge dépendait de son image de havre de paix et de sécurité, toute mesure de sécurité ostentatoire risquait de faire fuir les clients et de détruire la réputation qu'elle avait tant travaillé à bâtir. C'est Ricardo qui a apporté la pièce suivante du puzzle. Le jeune homme avait pris l'habitude de surfer très tôt, profitant des vagues matinales lorsque la plage était déserte. Lors d'une de ces séances, vers 5h30, il a aperçu le cerf argenté garé sur la route menant à la plage. Papa, il était là, le moteur en marche, comme s'il attendait quelque chose, rapporta Ricardo, les cheveux encore mouillés par la mer. Quand il m'a vu, il a accéléré et est parti en trombe. L'information était alarmante. Que faisait cet homme dans le coin à 5h30 du matin? Il n'y avait aucun touriste à cette heure-là, aucune activité commerciale ne justifiant sa présence. La seule explication logique était qu'il observait la routine de la famille, cartographiant leurs horaires et leurs habitudes. Marcelo prit une décision qui allait changer le cours des événements. Le lendemain matin, il se réveilla à 5h et se posta stratégiquement derrière un arbre près de la route, d'où il pouvait observer sans être vu. Il emporta une caméra et un petit enregistreur, déterminé à recueillir des preuves concrètes de cette activité suspecte. Le cerf argenté est apparu à 5h40 précise, confirmant que l'homme avait mis en place une surveillance régulière. Marcelo a réussi à photographier la plaque d'immatriculation du véhicule et à observer l'occupant avec des jumelles empruntées à un ornithologue amateur. L'homme est resté sur place exactement 45 minutes, prenant des notes et observant l'auberge avec un petit télescope. À 6h25, heure à laquelle Ricardo allait habituellement surfer, il démarra le moteur et démarra rapidement. Les photos révélèrent des détails importants, la plaque d'immatriculation de la voiture était celle de Sao Paulo, comme l'avait mentionné Donna Cesao, et l'homme portait un équipement d'observation professionnel. Plus inquiétant encore, Marcelo remarqua qu'il portait ce qui semblait être un appareil radio, suggérant qu'il ne travaillait pas seul. Muni des preuves photographiques, Marcelo décida de se rendre au commissariat d'Ubatuba. Le chef Carvalho, un homme d'une cinquantaine d'années expérimenté et connaissant bien les problèmes de la région, accueillit le couple avec sérieux, mais sa première réaction fut la prudence. « Écoutez, monsieur Marcelo, vous avez raison d'être inquiet, » dit le chef de la police en examinant les photos. « Mais techniquement, observer un bien public n'est pas un crime. Nous avons besoin de mesures plus concrètes pour agir. » Elena ressentait une frustration grandissante,
mais il nous observe clairement, monsieur l'agent. Il s'est enquis de la scolarité de nos enfants, de nos emplois du temps, de notre argent. Ce n'est pas normal. Le chef Carvalho hocha la tête, comprenant l'inquiétude du couple. Je vais vérifier la plaque d'immatriculation du véhicule. En attendant, notez attentivement toutes ces observations, date, heure, comportement. S'il fait d'autres mouvements, contactez-moi immédiatement. Une analyse de la plaque d'immatriculation a révélé des informations troublantes. La Chevrolet Corsa était immatriculée au nom de Proteção Total Leda, une société de sécurité de São Paulo spécialisée dans les enquêtes privées et les services de sécurité d'entreprise. L'entreprise était située dans un immeuble commercial du quartier de Liberdade, mais après vérification des lieux par la police de São Paulo, elle a découvert que l'entreprise avait cessé ses activités 6 mois auparavant. Une société écran, a expliqué le chef Carvalho lors d'une réunion en fin d'après-midi. Très fréquent dans les activités illégales. Ils créent une entreprise, l'exploitent un temps, puis la ferment et disparaissent. Marcelo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Est-ce que cela signifie qu'il est un criminel professionnel? Est-ce que cela signifie qu'il a l'habitude de cacher sa véritable identité, demanda-t-il. Le chef de la police répondit, je vais demander du renfort à la police civile de São Paulo. Cette affaire pourrait être plus importante que nous l'imaginions. En attendant la suite des événements, la tension montait à l'auberge. Helena affichait un sourire forcé aux clients, mais Marcelo la voyait constamment vérifier les serrures et garder ses enfants près d'elle. Ricardo et Camila, d'abord perplexes face à la situation, commencèrent à montrer des signes de stress. « Papa, pourquoi cet homme nous veut-il du mal ?» demanda Camila un soir, alors que la famille dînait dans la cuisine après le départ des invités. Marcelo pesa ses mots avec soin, « On ne sait pas s'il nous veut du mal, ma fille. Ce pourrait être juste un curieux ou un concurrent qui étudie notre auberge, mais il vaut mieux rester vigilant. » Ricardo, plus mûr et perspicace, ne se contenta pas de cette explication vague. « Papa, si c'était juste de la curiosité, il ne reviendrait pas aussi souvent et ne poserait pas de questions sur nous en ville. » L'observation de son fils confirma les craintes de Marcelo. Le garçon avait hérité de l'intelligence analytique de son père et comprenait clairement que la situation était plus grave que les adultes ne voulaient bien l'admettre. Au cours de la 3e semaine de janvier, le système de surveillance a radicalement changé. L'homme à la Corsa argentée a complètement disparu, remplacé par une présence encore plus inquiétante. Différentes personnes ont commencé à apparaître dans le quartier, toujours avec un comportement suspect. Une femme d'âge moyen au volant d'une Fiat Uno blanche a été aperçue en train de photographier l'auberge sous différents angles. Un jeune homme aux allures d'étudiant a passé 3 jours consécutifs à marcher le long de la plage devant la propriété, toujours son téléphone portable à la main, apparemment pour rapporter ses observations à quelqu'un. Un couple, apparemment des touristes, a loué une chambre dans l'auberge voisine, mais a passé plus de temps à observer la propriété de Santana qu'à profiter des attractions locales. Il nous encercle, dit Helena lors d'une conversation nocturne avec son mari. On dirait qu'ils étudient nos moindres faits et gestes avant d'agir. Marcelo acquiesça, tout en essayant de garder son calme, c'est peut-être notre paranoïa. Peut-être que nous voyons des menaces là où il n'y en a pas, mais au fond, il savait qu'Helena avait raison. Le schéma était trop coordonné, trop professionnel pour être une coïncidence. Quelqu'un avait organisé une opération de surveillance systématique contre sa famille. La confirmation est venue de Dona Conceição, arrivée à l'auberge un samedi matin avec une nouvelle alarmante. Elle avait parlé à son amie, Dona Lourdes, qui travaillait comme femme de ménage dans l'hôtel le plus luxueux du Batuba. Mon ami a surpris une conversation étrange, rapporta Dona Conceição d'une voix basse et inquiète. 2 hommes séjournant à l'hôtel parlaient de vous, de l'auberge, de l'argent que vous aviez dû économiser. Helena sentit ses jambes faiblir. Quel genre de conversation? Ils parlaient des affaires de l'auberge, des paiements en espèces que vous receviez de vos clients, de l'isolement de la maison la nuit. L'un d'eux a dit que ce serait rapide et facile. Les propos de Dona Conceição ont confirmé les pires craintes du couple. Il ne s'agissait plus d'une simple surveillance ou d'une étude de marché.
Il s'agissait clairement d'un crime planifié. Marcelo a immédiatement appelé le chef Carvalho, qui a promis d'envoyer une voiture de patrouille patrouiller dans la zone pendant la nuit. Mais la protection policière était limitée. Ubatuba ne disposait que d'un petit commissariat et de trop peu d'agents pour couvrir toute la municipalité. Le mieux que je puisse faire, c'est de patrouiller toutes les 2 heures, a expliqué le chef. Mais vous devez sérieusement envisager de fermer temporairement l'auberge et de quitter la zone jusqu'à ce que nous ayons résolu le problème. L'idée de fermer l'auberge était dévastatrice. Janvier et février étaient les mois les plus rentables de l'année, représentant près de 40% du chiffre d'affaires annuel. Fermer pendant cette période signifiait non seulement perdre de l'argent, mais aussi décevoir des dizaines de familles qui avaient planifié leurs vacances à l'avance. On ne peut pas tout abandonner, argumenta Elena. C'est notre vie, notre gagne-pain. Si on s'enfuit maintenant, on risque de ne jamais pouvoir revenir. Marcelo comprenait le dilemme de sa femme, mais la sécurité de la famille était la priorité absolue, on retrouvera notre amour et notre argent. S'il arrive quelque chose à toi ou aux enfants, je ne me le pardonnerai jamais. La discussion fut interrompue par l'arrivée de nouveaux invités, une famille de 4 personnes originaires de Campina qui avaient réservé une suite pour une semaine. Marcelo et Elena durent interrompre leur conversation pour les accueillir, préservant ainsi la façade de normalité que requérait le travail, mais la tension était palpable. Elena tremblait légèrement en lui remettant les clés de la chambre, et Marcelo vérifia 3 fois les serrures avant de leur faire visiter l'auberge. Les nouveaux clients, sentant l'atmosphère tendue, demandèrent s'il y avait des problèmes dans le quartier. On prévoit juste quelques rénovations, mentit Marcelo avec un sourire forcé. Rien qui puisse compromettre votre confort. Dans l'après-midi, Ricardo a apporté une information qui a complètement changé la situation. Le jeune homme avait discuté avec un ami surfeur, maître nageur sauveteur sur la plage centrale d'Ubatuba. Cet ami a rapporté que plusieurs touristes avaient posé des questions précises sur la plage Félix et l'auberge de la famille Santana, ils ont posé des questions sur l'accès à la plage, le nombre de maisons dans le secteur et l'activité policière. Joao a trouvé cela étrange, car les touristes posent généralement des questions sur les vagues, les restaurants et les divertissements, et non sur ces sujets. Les informations ont confirmé que l'opération criminelle était encore plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Les criminels ne se contentaient pas de surveiller l'auberge, mais collectaient également des informations détaillées sur toute la région, cartographiant les voies de fuite et identifiant les obstacles potentiels. Ce soir-là, Marcelo prit une décision radicale, il réunit la famille dans le salon et leur expliqua la situation dans son intégralité, sans omettre aucun détail. Ricardo et Camila ont le droit de savoir ce qui se passe et de participer aux décisions qui affecteront leur vie, dit-il en regardant ses enfants dans les yeux. Vous êtes suffisamment matures pour comprendre la gravité de la situation. Nous sommes surveillés par des criminels professionnels qui, semble-t-il, projettent de nous voler ou de nous kidnapper. Nous devons décider ensemble de la marche à suivre. Camila se mit à pleurer, mais Ricardo garda son calme. Papa, si on part maintenant, ils sauront qu'on a découvert leur plan. Ils pourraient abandonner, mais ils pourraient aussi se mettre en colère et nous poursuivre. L'observation de son fils était troublante, mais logique. Fuir ne résoudrait peut-être pas le problème, mais le déplacerait vers un autre endroit, où il serait encore moins protégé et moins bien informé du terrain. Elena proposa une alternative, et si on demandait de l'aide à nos voisins et à nos invités? Si on créait un réseau de protection mutuelle? L'idée était intéressante. La communauté locale était soudée et de nombreux résidents avaient l'expérience des situations dangereuses. De plus, certains invités étaient des hommes adultes qui pouvaient apporter leur aide en cas d'urgence. Marcelo a décidé de parler discrètement avec Monsieur Antonio, le jardinier de l'auberge voisine, et avec 2 invités qui semblaient plus dignes de confiance, un ancien militaire à la retraite et un homme d'affaires qui avait mentionné avoir de l'expérience dans la sécurité. La conversation avec l'ancien officier, un colonel à la retraite nommé Augusto, a été révélatrice. L'homme de 60 ans a écouté attentivement le récit de Marcelo et a posé des questions précises sur les schémas de surveillance observés. Tout cela a tout d'une opération professionnelle, a conclu le colonel Augusto. Ils suivent le protocole de reconnaissance militaire.
Ils cartographient d'abord la cible, puis ils étudient la routine, puis ils identifient les vulnérabilités et enfin ils exécutent l'action. Combien de temps dure habituellement ce processus, demanda Marcelo, la gorge serrée. Cela dépend de la complexité de l'opération, mais d'après ce que vous avez décrit, ils en sont déjà aux dernières étapes de planification. Je dirais qu'ils ont au maximum une semaine avant d'agir. L'estimation du colonel Augusto était terrifiante, 7 jours pour trouver une solution ou subir les conséquences d'un acte criminel soigneusement planifié. Cette nuit-là, Marcelo put à peine dormir. Debout sur le porche, il observait la plage sombre, attentif au moindre mouvement suspect. Vers 3 heures du matin, il aperçut des lampes torchées se faufiler dans la végétation près de la plage. Au moins 3 personnes marchaient silencieusement vers l'auberge. Son cœur s'emballa. Il réveilla discrètement Elena et appela la police, mais il savait qu'il faudrait au moins 20 minutes avant qu'une voiture de patrouille n'arrive. Les lumières continuaient de s'approcher, s'arrêtant de temps en temps, comme pour observer la propriété. Marcelo réveilla le colonel Augusto, qui prit immédiatement les choses en main. « Restez calme, » murmura le soldat. « Observons d'abord, agissons ensuite. » Les lumières sont restées dans la zone pendant près de 2 heures, se déplaçant méthodiquement autour de la propriété. Lorsqu'elles se sont enfin éteintes, Marcelo a compris que la phase de reconnaissance était terminée. La prochaine fois que ces individus réapparaîtraient, ce serait pour mettre à exécution leur plan criminel. L'aube du 2 février apporta un calme trompeur. Marcelo se leva tôt, comme il en avait pris l'habitude depuis le début de la surveillance, et inspecta chaque recoin de la propriété à la recherche de signes de présence nocturne. Il trouva des empreintes de pas dans le sable à l'arrière de l'auberge et de petites branches cassées dans la végétation, confirmant que les criminels avaient mené une reconnaissance minutieuse au petit matin. Elena préparait le petit déjeuner d'un geste machinal, son visage trahissant la tension accumulée ces dernières semaines. Les invités, inconscients de la situation, discutaient avec enthousiasme des sorties prévues pour la journée. Le contraste entre l'apparente normalité et le danger imminent créait une atmosphère surréaliste qui pesait lourdement sur toute la famille. « Bonjour à tous », salua le colonel Augusto en rejoignant Marcelo à la table du petit déjeuner avec un naturel qui l'impressionna. L'officier à la retraite était devenu un allié crucial, offrant non seulement son expertise tactique, mais aussi le calme d'un habitué des situations dangereuses. Au cours de la matinée, le colonel Augusto organisa discrètement un système de communication entre les adultes de l'auberge. Il distribua de petits talkie-walkie qu'il avait apportés de Sao Paulo et établit des codes simples pour différents types d'urgence. Si vous voyez un mouvement suspect, utilisez le code « Oiseau bleu ». S'il s'agit d'une véritable urgence, dites « Tempête imminente ». Ricardo et Camila ont reçu pour consigne de toujours rester visibles et de ne jamais quitter la propriété sans communiquer leur position. Le jeune homme, faisant preuve d'une maturité qui dépasse ses 17 ans, a pris la responsabilité de protéger sa sœur et de participer à une surveillance informelle. Vers 10 heures du matin, Dona Quesesao se présenta à l'auberge avec une nouvelle alarmante. Son expression grave indiquait que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mon ami a vu les employés de l'hôtel partir très tôt aujourd'hui, rapporta-t-elle en acceptant le verre d'eau qu'Elena lui offrait. Ils ont chargé plusieurs valises dans la voiture et semblaient se préparer pour quelque chose d'important. Marcelo sentit son estomac se serrer. Quel genre de préparation? Elle a dit que l'un d'eux vérifiait quelque chose qui ressemblait à une carte, et l'autre déplaçait une valise qui faisait des bruits de métal, comme si elle contenait des outils ou quelque chose du genre. La description suggérait que les criminels se préparaient à leur dernier coup. Parmi les outils utilisés, on pouvait citer du matériel de crochetage, des barres coupantes, voire des armes. Marcelo a immédiatement appelé le chef Carvalho et lui a promis d'intensifier les patrouilles dans la zone. « Je vais assigner 2 agents à la garde près de l'auberge », a assuré le chef de la police. « Et j'ai déjà demandé des renforts à la police civile de Sao Paulo. Ils devraient arriver demain. » Mais Marcelo savait que demain serait peut-être trop tard. Si les criminels se préparaient à agir, ils passeraient probablement à l'acte cette nuit-là, profitant de l'obscurité et du relatif isolement de Felix Beach. Dans l'après-midi,
la tension à l'auberge devint presque palpable. Les clients commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas. L'homme d'affaires de Sao Paulo, qui avait proposé son aide, s'est approché de Marcelo pendant le déjeuner. « Monsieur Marcelo, j'ai remarqué que vous vous inquiétez pour quelque chose, dit-il discrètement. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. J'ai de l'expérience en sécurité d'entreprise. » Marcelo le remercia de son offre et décida de lui faire confiance. Il lui expliqua brièvement la situation, omettant seulement les détails les plus alarmants pour éviter de semer la panique. L'homme d'affaires, Fernando, l'écouta attentivement et proposa des ressources supplémentaires. « J'ai des contacts dans la sécurité privée à Sao Paulo, a déclaré Fernando. Je peux faire venir une équipe de professionnels ici en quelques heures. L'offre était tentante, mais Marcelo hésitait. Faire entrer des agents de sécurité armés dans l'auberge risquait de faire fuir les clients et de nuire à la réputation de l'établissement. De plus, il n'était pas certain de pouvoir faire entièrement confiance à des inconnus, même bien intentionnés. Le colonel Augusto, consulté, proposa un point de vue différent. Dans ce genre de situation, mieux vaut pécher par excès de prudence que par excès de prudence, a-t-il conseillé. Si ces criminels sont de véritables professionnels, vous aurez besoin de toute l'aide possible. Pendant que les adultes discutaient des stratégies de sécurité, Ricardo fit une découverte troublante. Il était sorti vérifier sa planche de surf lorsqu'il remarqua que quelqu'un avait manipulé son équipement. La planche était légèrement positionnée différemment et la corde de sécurité avait été sectionnée presque imperceptiblement. « Papa, ils étaient là pendant la journée », rapporta Ricardo en désignant la corde endommagée. C'est un message. Ils veulent nous faire savoir qu'ils peuvent nous joindre à tout moment. S'introduire dans la propriété en plein jour, en présence des invités et du personnel, a fait preuve d'une audace qui a effrayé toute la famille. Les criminels ne se contentaient pas de planifier un crime, mais intimidaient psychologiquement leurs victimes, créant un climat de terreur propice à l'exécution de leur plan. Elena a pris une décision qui a surpris tout le monde. Nous évacuons les invités, a-t-elle annoncé lors d'une réunion de famille d'urgence. Je ne peux plus faire comme si tout était normal. Si quelque chose arrive à ces gens à cause de nous, je ne me le pardonnerai jamais. Marcelo a d'abord résisté à cette idée. Chérie, si nous renvoyons nos invités, nous confirmerons qu'il y a un réel danger. Cela pourrait ruiner notre réputation. Je préfère une réputation ternie plutôt qu'une mauvaise conscience, répondit Elena fermement. Ces gens nous ont fait confiance pour leur offrir des vacances en toute sécurité. Nous ne pouvons pas utiliser cette confiance pour les mettre en danger. La décision d'Elena révélait la force de caractère qui avait séduit Marcelo 15 ans plus tôt. Même sous une pression extrême, elle conserva ses principes éthiques et son souci sincère du bien-être d'autrui. Le colonel Augusto soutint la décision d'Elena. C'est la bonne chose à faire, a-t-il déclaré. Dans les opérations militaires, la première règle est de protéger les civils. On ne peut pas combattre efficacement si l'on s'inquiète de la sécurité de ses invités. Expliquer la situation à ses invités était une tâche délicate. Marcelo a opté pour une version partielle de la vérité, invoquant des problèmes de sécurité dans la zone qui justifiaient une évacuation temporaire. Il a proposé un remboursement intégral et une aide pour trouver un autre hébergement. Les réactions des invités ont été diverses. Certains, effrayés, sont partis immédiatement. D'autres, comme le colonel Augusto et l'homme d'affaires Fernando, ont insisté pour rester et apporter leur aide. La famille de Campina, avec ses 2 enfants, a décidé. Suite. Quand il était petit, il a décidé de partir, mais son père lui a proposé ses contacts dans la police civile pour l'aider dans l'enquête. À 18 h, l'auberge était pratiquement vide. Seule la famille Santana, le colonel Augusto et Fernando restaient sur la propriété. Le sentiment d'isolement était à la fois effrayant et libérateur. Effrayant parce que cela réduisait le nombre de personnes qui pouvaient aider en cas d'urgence, mais libérateur parce que cela éliminait l'inquiétude pour la sécurité des passants innocents. Le plan de défense du colonel Augusto était simple mais efficace. Lui et Fernando se relayeraient pour surveiller l'extérieur,
tandis que Marcelo serait chargé de protéger la famille à l'intérieur. Les systèmes de communication ont été testés, les voies d'évacuation ont été planifiées et les points de résistance ont été identifiés. S'ils arrivent, ne jouez pas les héros, conseilla le colonel. L'objectif est de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Résistez juste le temps de leur faciliter la tâche. La nuit tomba dans un silence pesant. Le bruit habituellement apaisant des vagues semblait amplifié par l'absence des bruits habituels d'une auberge bondée. Marcelo vérifiait les serrures et les fenêtres pour la 10e fois, tandis qu'Elena organisait des documents importants dans une petite valise préparée pour une évacuation d'urgence. Ricardo et Camila ont reçu l'ordre de rester dans la chambre de leurs parents, avec des instructions claires sur la conduite à tenir dans différentes situations. Ricardo a fait preuve d'un courage qui a rendu son père fier, tandis que Camila, malgré sa peur visible, a gardé son sang-froid. Vers 23 heures, le colonel Augusto signala une activité suspecte sur la route d'accès à la plage. 2 voitures approchent sans phare, annonça-t-il par radio. Elles s'arrêtèrent à environ 200 mètres de l'auberge. Marcelo sentit une poussée d'adrénaline lui parcourir les veines. Combien de personnes? Difficile à dire dans l'obscurité, mais au moins 4 ou 5. Fernando, posté au fond de la propriété, a confirmé la présence d'autres personnes arrivant par la plage. Ils encerclent la maison, a-t-il signalé. Un mouvement coordonné, assurément des professionnels. Le colonel Augusto a activé le plan d'urgence. Code tempête en approche. Tout le monde à ses postes. Marcelo a réuni la famille dans la chambre principale, qui avait été choisie comme point de résistance car elle n'avait qu'une seule entrée et de hautes fenêtres, ce qui rendait l'accès difficile. Elena a appelé la police, mais l'appel a été brusquement coupé lorsque la ligne téléphonique a été coupée. Ils ont coupé le téléphone, murmura-t-elle en essayant de contrôler sa panique. Le colonel Augusto avait anticipé cette éventualité et avait apporté un téléphone portable en guise de secours, mais lorsqu'il a essayé d'utiliser l'appareil, il a découvert qu'il n'y avait aucun signal. Ils utilisent une sorte de bloqueur, a-t-il conclu. La sophistication de l'opération criminelle a dépassé toutes les attentes. Couper les lignes téléphoniques et brouiller les signaux des téléphones portables nécessitait un équipement spécialisé et des connaissances techniques pointues. Il ne s'agissait pas de criminels ordinaires, mais d'une organisation bien structurée et expérimentée. Les premiers bruits de l'invasion provenaient de l'arrière de la maison. Marcelo entendit le bruit de vitres brisées avec précaution, suivi de pas prudents au rez-de-chaussée. Les intrus tentaient d'entrer silencieusement, espérant probablement trouver la famille endormie et sans défense. Fernando a rapporté à la radio qu'au moins 6 personnes étaient impliquées dans l'opération. 3 personnes sont entrées dans la maison, 2 gardent l'entrée et une est restée dans les voitures, a-t-il rapporté. Ils semblent tous armés. Le colonel Augusto a pris une décision tactique risquée. Je vais essayer de créer une diversion, annonça-t-il. Quand tu entends du bruit, sors par la fenêtre arrière et cours dans les bois. Non, protesta Marcelo. Nous ne l'abandonnerons pas. C'est un ordre, répondit le colonel avec une autorité militaire. Ma mission est de vous protéger, et non l'inverse. Avant que quiconque puisse protester, des coups de feu retentirent dans la maison. Des cris et des courses indiquèrent que le colonel Augusto avait mis en œuvre son plan de diversion. Marcelo n'eut d'autre choix que de suivre ses instructions. Allons-y, murmura-t-il à sa famille. La fuite par la fenêtre arrière fut désespérée et silencieuse. Elena aida Camila à descendre la première, suivie de Ricardo. Marcelo fut le dernier, fermant soigneusement la fenêtre derrière lui pour ne laisser aucune trace visible de son évasion. La forêt atlantique qui entourait la propriété offrait une protection, mais aussi des dangers. Dans l'obscurité, il était facile de se perdre ou de se blesser avec des racines et des branches. Marcelo guida la famille à l'aide d'une petite lampe de poche rouge fournie par le colonel. Ils marchèrent pendant près d'1 heure à travers une végétation dense, suivant un sentier que Marcelo connaissait grâce à ses promenades avec ses invités. Leur destination était la maison de Dona Cesao, à environ 2 kilomètres, où ils pouvaient demander de l'aide et essayer de contacter la police.
Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison de la dame, ils la trouvèrent éveillée et inquiète. « J'ai entendu les coups de feu, » dit-elle en serrant Elena dans ses bras. « J'ai déjà appelé la police, mais ils ont dit qu'ils seraient loin. » Marcelo a utilisé le téléphone de Dona Conceição pour tenter de contacter directement le chef Carvalho. L'appel a été décroché après plusieurs sonneries. « Chef, c'est nous, de l'auberge. Nous sommes attaqués. Tirez sur les intrus armés. Nous avons besoin d'aide d'urgence. » « J'ai déjà dépêché tous les véhicules disponibles, » répondit le chef de la police. « Mais il faudra au moins 40 minutes pour arriver. Êtes-vous en sécurité? » « Pour l'instant, oui, mais nous avons des amis à l'auberge qui sont peut-être blessés ou pire. » L'attente fut interminable. Dona Conceição offrit du thé et des couvertures, mais personne ne parvenait à se détendre. Helena pleurait en silence, inquiète du sort du colonel Augusto et de Fernando. Ricardo gardait un bras autour de sa sœur, essayant de la réconforter. Vers 2 heures du matin, le son des sirènes retentit enfin dans le quartier. Plusieurs véhicules de police se dirigeaient vers la plage Félix, accompagnés d'une ambulance et même d'un hélicoptère de la police civile. Marcelo a insisté pour accompagner la police à l'auberge, malgré les protestations d'Helena. Il avait besoin de savoir ce qui était arrivé à ses amis et d'évaluer les dégâts causés à la propriété. Ce qu'il trouva à l'auberge dépassa ses pires craintes. La maison avait été entièrement saccagée. Des meubles étaient cassés, des objets de valeur avaient disparu, des documents étaient éparpillés sur le sol. Mais le plus choquant était l'absence totale de quiconque. Le colonel Augusto avait disparu. Fernando aussi. Il n'y avait pas de corps, pas de sang visible, seulement des traces de lutte et de destruction. Les criminels avaient emmené les 2 hommes pour des raisons que personne ne pouvait comprendre. Où sont-ils? A demandé Marcelo à l'inspecteur en chef Carvalho, qui coordonnait l'enquête. Nous l'ignorons, admit le chef de la police, l'air grave, mais nous les retrouverons. Il s'agit désormais d'une affaire d'enlèvement, et nous mobiliserons toutes les ressources disponibles. Lorsque le soleil s'est levé sur la plage de Félix, l'auberge de rêve de Marcelo et Helena s'était transformée en scène de cauchemar. Et quelque part, 2 hommes courageux qui avaient tenté de les protéger se retrouvaient entre les mains de criminels professionnels, confrontés à un destin incertain.